La transcription de l'ADN. Allez, le gène ou cis-tran, vous gardez ces nominations. Cis-tran est un segment d'ADN qui constitue l'unité d'expression menant à la formation d'un produit fonctionnel qui peut être sous la forme d'un ARN ou d'un polypeptide. Donc le cis-tran, c'est la partie d'ADN qui va me donner l'ARN, et l'ARN va me donner la protéine. On est d'accord? D'accord? Très bien. Donc c'est la partie qui va me donner des éléments fonctionnels qui sont des ARN ou bien des polypeptides. Pourquoi je n'ai pas parlé directement d'ARN puisque l'ARN va être transformé en polypeptide? Parce que je ne vise pas seulement l'ARN-M, je vise aussi les ARN fonctionnels comme l'ARN-R et l'ARN-T, d'accord? Donc l'ARN-M va être traduit en protéines, mais les ARN-R, les ARN-T vont rester fonctionnels tels qu'ils sont, d'accord? Très bien. Chez les prokaryotes, plusieurs gènes peuvent faire partie d'une même unité de transcription. Plusieurs gènes forment une seule unité de transcription. On parle d'une unité polycistronique. Polycistronique, c'est-à-dire que je vais transcrire plusieurs gènes à la fois. Je vais prendre plusieurs gènes et les transformer à la fois en ARN. Dans l'exemple le plus classique est l'opéron lactose. L'opéron lactose, vous vous souvenez de l'opéron lactose? Donc c'est une chaîne d'ADN que je vais commencer à transcrire à la fois et qui va me donner plusieurs éléments fonctionnels. On appelle ça un élément polycistronique. Polycistronique. Chez les eucaryotes, les unités de transcription sont monocistroniques. Chez les eucaryotes, vous, les êtres humains, vous avez des unités monocistroniques. C'est-à-dire que chaque partie d'ADN va être lue directement. Elle va être lue directement et à elle seule. Elle ne va pas être liée à un autre gène pour former un opéron. D'accord? C'est des unités monocistroniques. Un seul gène, un seul ARN, une seule protéine. D'accord? C'est des unités monocistroniques. Les gènes eucaryotes sont départagés en 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. La classe 1, on produit les ARN-R. Ils sont répétés en tandem. On sait ce que c'est qu'un tandem. Et séparés par des espaces intergéniques. Je vais vous chercher le conte de Henri Troya. D'accord? Vous allez le lire. Les ailes du diable. C'est un très 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 beau recueil de petites histoires. Certaines font très peur. D'accord? Et certaines sont drôles. Donc le tandem il fait peur. Hein? Et séparé par des espaces intergéniques. Donc espace intergénique répété en tandem, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'ARN-R, classe 1. Donc classe 1, ARN-R, en tandem séparé par des régions transgéniques. Des espaces intergéniques. Classe 2, qu'on produit des protéines. Classe 3, qu'on produit des ARN-T et les ARN-R5S et les petits ARN. D'accord? Donc je reprends, j'ai 3 classes d'ADN, 3 classes de gènes, gène 1, gène 2, gène 3. Les 1 dans les ARN-R, les 2 dans les protéines, les 3 dans les ARN-T, les petits ARN ou les ARN-R5S. Donc le segment 3, il donne des toutes petites ARN, les toutes petites molécules d'ARN. D'accord? J'ai combien de classes de gènes? 3. La 1, qu'est-ce qu'elle classe? Qu'est-ce qu'elle donne? Les ARN-R. La 2, les protéines. La 3e, les petites ARN-R, les ARN-T et les ARN-5S. Je vous pose une question. Est-ce que la région 2, la classe 2 des gènes, donne des ARN? Quels ARN elle donne? Excellent. Elle donne des ARN-M puisqu'elle donne des protéines. Excellent. La transcription de l'ADN prokaryote. L'ARN polymérase est une protéine ADN dépendante. Maintenant, pour fonctionner, elle doit avoir une amorce d'ADN. Elle doit avoir de l'ADN. Elle va utiliser l'ADN pour fonctionner. Elle est multimérique, constituée de plusieurs sous-unités. Elle possède des sous-unités alpha, bêta, bêta prime et comment on appelle ça? Sigma. Très bien. Sigma. C'est ça, sigma. C'est pas sigma. Sigma, معلش. Sigma. Oui, c'est sigma. Alpha, bêta, bêta prime et sigma. Elle est présente sous 2 formes, une enzyme cœur et l'holo-enzyme. Donc l'enzyme cœur, elle est formée de alpha 2, 2 fois la molécule alpha, une fois bêta et une fois bêta prime. L'holo-enzyme, alpha 2, bêta, bêta prime et sigma. Donc, quelle est la différence entre l'enzyme cœur et l'holo-enzyme? C'est la présence de sigma. L'holo-enzyme, elle est constituée de combien de sous-unités? 5. Excellent.
2 alpha, une bêta prime et une sigma. L'enzyme cœur, elle est formée de 4. 2 alpha, une bêta prime. Les ARN polymérases ne nécessitent pas d'amorce et ne possèdent pas d'activité exonucléasique. Ah, vous voyez la différence entre l'ADN polymérase et l'ARN polymérase. L'ARN polymérase ne nécessite pas d'amorce. Elle synthétise directement l'ARN sur l'ADN. 1. 2. Elle ne possède pas d'exonucléase. Très bien. Donc j'ai un ADN. L'ADN est constitué d'un brin codon et d'un brin matriciel. Le brin codon, c'est le brin qui va être lu pour donner l'ARN. Donc j'aurai une enzyme, c'est l'ARN polymérase, elle va lire pour me donner quoi? Pour me donner une molécule d'ARN. C'est quoi le brin codon? Le brin codon, c'est le brin qui va être transcrit. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va lire, l'ARN polymérase? Je crois qu'il y a une erreur dans ce schéma. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va lire? Elle lit le codon ou bien l'anticodon? Ou bien le matriciel? Elle lit le matriciel. Ici, dans ce schéma, elle lit le matriciel. Mais en vrai, d'après vos informations, est-ce qu'elle lit le codon ou le matriciel? Dans l'ADN, j'ai deux chaînes. L'ADN codon et l'ADN matriciel. L'ADN matriciel, c'est celui qui se lie au codon. D'accord? La question que je vous pose, est-ce que l'ARN polymérase lit le matriciel ou bien le codon? Elle lit le matriciel. Vous êtes sûr? D'accord. Elle lit le matriciel. Elle va lire le matriciel. Donc, elle va le terminer. Donc, elle va donner un brin qui est similaire au brin codon, sauf au niveau des T qui vont être remplacés par des U. Elle va remplacer les T par des U. Chez Escherichia coli, une seule ARN polymérase catalyse la synthèse de tous les ARN, en mettant à part l'ARN des amorces nécessaires à la réplication. Vous vous souvenez de l'amorce? L'amorce était un ARN. Il est synthétisé par quelle enzyme? Par la primase. Excellent. Donc l'ARN de l'amorce, il est synthétisé par la primase, mais tous les autres ARN, l'ARN M, l'ARN T, l'ARN R, tous les autres ARN sont synthétisés par l'ARN polymérase chez Escherichia coli. Donc chez Escherichia coli, j'ai deux enzymes. Quelles sont les enzymes capables de synthétiser des ARN chez Escherichia coli? Ce sont l'ARN polymérase et la primase. La transcription est divisée en plusieurs étapes: la pré-initiation, l'initiation, l'élongation et la terminaison. 4 étapes: pré-initiation, initiation, élongation, terminaison. La pré-initiation, le promoteur situé dans la région régulatrice désignant les débuts de la transcription. Donc il faut savoir dès maintenant que le promoteur est une région de l'ADN. C'est une région. Le promoteur situé dans la région régulatrice désignant le début de la transcription, situé en amont des sites d'initiation, porte les éléments de séquence reconnus par l'ARN polymérase. Attention, quand on dit en amont dans une molécule, pour dire en amont, en aval, il faut toujours avoir un sens de lecture. Donc quand j'ai une enzyme qui va lire dans ce sens, d'accord, je prends un point, je le mets ici. Basitone. Ah. Donc, quand je prends le sens de lecture, ça, c'est en amont, ça, c'est en avant. C'est très important. En amont, ça veut dire avant. En aval, ça veut dire après. Ça,
c'est en amont, ça c'est en aval. Ce qui est avant, c'est en amont. Ce qui est après, c'est en amont. D'accord? Donc, le promoteur est situé dans les débuts de la transcription, situé en amont du site de l'initiation. Donc, le promoteur est situé avant le site d'initiation. Il porte les éléments qui sont reconnus par l'ARN polymérase. Le promoteur est constitué de séquences conservées, appelées séquences consensus. On en avait parlé ce matin. En 10 du site d'initiation, en moins 10, tu as 10 paires de bases avant le site d'initiation, en amont. On retrouve la data box, au box de Primbow, bon, box de Primbow, c'est la data box, elle est constituée de TA, 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 d'accord? C'est une répétition de TA, dans la data box, d'accord? En moins 35 du site d'initiation, on trouve la TTG-ACA, la TTG-ACA, la TTG-ACA. Donc voici le promoteur. Tout ça, c'est le promoteur. D'accord? Ça, c'est le début de la transcription. Ça, c'est en amont, avant. Ça, c'est la data box. C'est la TTG-ACA. La data box, elle est située à moins 10 paires de bases. Et la TTG-ACA, elle est située à moins 35. D'accord? Donc, elle va reconnaître l'ARN polymérase, elle va reconnaître ces régions. Et elle va s'y fixer. Formation du complexe ARN polymérase ADN, ouverture de la double hélice. Donc l'ARN polymérase, elle vient ici, elle reconnaît ces régions au niveau de l'ADN, elle ouvre et elle commence à synthétiser. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Sûr? Vous comprenez? Très bien. Le promoteur agit sur la transcription du segment d'ADN qui lui est adjacent sur le même chromosome. Donc le promoteur agit sur la transcription du segment d'ADN qui lui est adjacent sur la même chaîne, sur les mêmes chromosomes. On dit que le promoteur est actif en 6. Pourquoi en 6? Parce que sa localisation est en 6. Il est situé dans la même chaîne que le gène. Donc ici c'est le gène, ici c'est le promoteur. C'est une situation en 6. Maintenant il le suit. D'accord? En série. Il est placé en série. Il est placé en position 6. La sous-unité sigma, vous vous souvenez, la sous-unité sigma qui fait partie de la holo-enzyme, mais qui ne fait pas partie du cœur enzyme. Le cœur enzyme, il est constitué de alpha 2, bêta, bêta prime. La holo-enzyme, elle est constituée de alpha 2, bêta, bêta prime et sigma. Sigma, quelle est sa caractéristique? Elle permet une reconnaissance spécifique du promoteur par l'ARN polymérase après l'initiation. Après l'initiation faite, plutôt, le facteur sigma se détache pour être recyclé et réutilisé pour d'autres initiations. Donc, c'est quoi le sigma? Le rôle du sigma est l'initiation. Elle ne fait pas partie du cœur enzyme. Elle est impliquée pas dans la réalisation de la fonction de polymérisation de l'ARN, mais plutôt dans la reconnaissance du promoteur. Sigma reconnaît le promoteur. Sigma reconnaît le promoteur. Sigma reconnaît le promoteur. Sigma reconnaît le promoteur. Ça, c'est la pré-initiation. On va voir l'initiation maintenant. L'initiation correspond à la synthèse de la première liaison phosphodiester. On commence à lier. Réalisée par la sous-unité bêta qui correspond à la sous-unité catalytique de l'ARN polymérase. C'est quoi la sous-unité catalytique? C'est la bêta. Donc, on reprend. J'ai la sous-unité sigma. La sous-unité sigma permet de reconnaître le promoteur. Le promoteur, on n'a pas besoin de primer. Elle reconnaît le promoteur. Ensuite, bêta va agir en liant la première liaison phosphodiester. L'interaction de cette sous-unité est inhibée par la rifampicine. Qui inhibe ainsi de manière irréversible la transcription de l'ADN. C'est le cas de la tuberculose. C'est pour cela que la rifampicine est un antituberculeux majeur. La rifampicine est utilisée pour le traitement de la tuberculose. Voici le mécanisme d'action de la rifampicine. La rifampicine, elle inhibe la sous-unité bêta. La rifampicine inhibe la sous-unité bêta.
La rifampicine inhibe la sous-unité bêta. La rifampicine inhibe la sous-unité bêta. La rifampicine inhibe la sous-unité bêta. La rifampicine inhibe la sous-unité bêta. On est d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait la rifampicine? Elle inhibe la sous-unité bêta. Vous, quand vous serez en 4e année, Inch'Allah, moi je serai interne, Inch'Allah, normalement. Donc on va se rencontrer sur les terrains de stage. Hein? Et quand vous serez de 5e année, je peux être votre résident, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité en 5e? Il y a psychiatrie, endocrino, uro, gynéco, pédiatrie, orthopédie. Donc, si je fais une de ces spécialités, qu'on réside en acta. D'accord, mais ou la Marie Tchad. Tu peux être le résident. Vous voyez, notre langage, Inch'Allah, il n'est pas musulman, vous devez savoir. Mais notre façon de parler, elle crée cette habitude, donc c'est bien, c'est bien. La rifampicine qui inhibe ainsi, on est amis depuis 4 ans, moi et lui, depuis la première année. Yak. La rifampicine qui inhibe ainsi de manière irréversible, qu'est-ce qu'il inhibe? L'action de bêta. L'action de bêta. C'est le cas de la tuberculose. D'accord? C'est pour ça que la rifampicine est utilisée dans la tuberculose. Une mutation dans la sous-unité bêta induit l'apparition de souches bactériennes résistantes à la rifampicine. Si j'ai une bêta qui est mutée, d'accord, je lui donne de la rifampicine et hop, elle ne va plus être sensible à la rifampicine. Le déroulement des premières étapes de la transcription est donc la liaison spécifique de l'holoenzyme grâce à sigma, la formation du complexe fermé au niveau du promoteur, formation du complexe ouvert. Maintenant je déroule l'ADN pour libérer la matrice que je vais essayer de lire. Mise en place du premier nucléotide, très souvent A ou G. On nous dit que le premier nucléotide formé est souvent une purine. Arrangement de 4 à 5 nucléotides, détachement de sigma après la transcription des 4 à 5 premiers nucléotides. C'est-à-dire que dès que je commence la transcription, sigma, elle se dit j'ai terminé mon rôle, elle peut continuer toute seule. C'est comme une personne qui vous pousse pour nager, qui vous pousse au début, puis qui vous lâche. Et va chercher un autre enfant pour lui apprendre à nager. D'accord? Pour lui apprendre à nager. Donc la sous-unité sigma est responsable de la fixation sur le promoteur. Elle reste fixée jusqu'à la transcription ou la liaison de 5 nucléotides. Après, elle va se détacher. On a vu la pré-initiation, l'initiation, et maintenant on va voir... C'est quoi l'initiation? C'est la formation de ces 5 premiers nucléotides. C'est ça l'initiation, d'accord? C'est l'équivalent du primer. Elle n'a pas besoin de primer, elle va le synthétiser elle-même au cours de l'initiation. Donc la pré-initiation, c'est la fixation sur le promoteur. L'initiation, c'est la formation des 4 à 5 premières nucléotides. D'accord? L'élongation correspond au déplacement de la bulle de transcription. J'avais une bulle de réplication, l'œil de réplication. J'ai aussi une bulle de transcription. Le long de la molécule d'ADN, cette région désappariée est alors de 70 paires de bases. J'ai une molécule liée où j'ai 70 paires de bases qui sont déliées. Et elle commence à circuler. Elle marche. Pendant la transcription, l'ARN forme un court appariement avec le brin matriciel de l'ADN formant une hélice hybride ADN-ARN sur une dizaine de paires de bases. Donc il va s'apparier avec le brin matriciel. C'est-à-dire que je vais lire le brin matriciel. Attention. Ne tombez pas dans ce piège. Je lis le brin matriciel. Souvenez-vous, gardez ça en tête. Il faut garder ça en tête. L'ADN codon, c'est l'ADN qui ressemble à l'ARN, sauf qu'il doit remplacer son T par des U. D'accord? Sauf qu'il doit remplacer le T par des U. C'est pas mieux de faire ces gestes. C'est pire de faire ça.
Mais les gestes que je faisais, ils ne concernaient pas les personnes. Ils concernaient ma vision de la chose. Bon, oubliez. Mais c'est une philosophie de vie. Il ne faut pas faire des signes sur des personnes quand elles ne regardent pas. D'accord? Les signes que je faisais, ce sont des signes qui concernaient mon état d'âme et non pas ma réaction vis-à-vis d'elle. Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Allez, c'est pas grave. On continue. Donc, on a 70 paires de bases qui vont continuer. Pour nous, la transcription, l'ARN forme un court appariement avec le brin matriciel. Là, il se lie avec le brin matriciel et non pas avec l'ADN codon. L'ADN codon, c'est l'ADN qui ressemble à l'ARN qui sera formé. C'est l'ARN qui va ressembler à l'ARN qui sera formé, sauf qu'on doit remplacer son T par 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit l'ADN matriciel. C'est l'ADN matriciel qu'on va lire. Donc, il va former une hélice hybride, une petite hélice hybride. Pourquoi hybride? C'est quoi ce qui est hybride? Les hybrides, c'est quelque chose qui sont formés de deux choses différentes. L'hybridation. Donc, pourquoi c'est hybride? Parce qu'il est constitué, c'est une structure bicaténaire qui est formée d'une chaîne d'ADN et d'une chaîne d'ARN. D'accord? L'ARN va se détacher ou l'ADN va se refermer. L'hélice, elle ne dure qu'une dizaine de paires de bases. Elle dure une dizaine. Plus elle avance, plus je détache. Et elle avance, je détache. Elle avance, je détache. Elle avance, je détache. C'est ça parce que la longueur soit conservée. Elle est de 10 paires de bases. L'élongation est inhibée par les aminosides ou les aminoglucosides. Donc les aminosides, en tant qu'antibiotiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inhiber l'élongation. Voilà. Kiff, la topoisomérase. Ça, c'est l'ARN polymérase qui va. Voilà. L'ARN en cours de synthèse. Ça, c'est l'hybridome, ADN-ARN. Ça, c'est le brin matrice qui est lu. Ça, c'est le brin codon. La terminaison. La terminaison se fait lorsque l'enzyme arrive au niveau d'une séquence spécifique appelée terminateur. Le terminateur. Donc, quand j'arrive au terminateur, j'arrête la synthèse. Le terminateur se présente sous la forme d'un palindrome. Vous connaissez ce que c'est qu'un palindrome? Un palindrome est un mot qui peut se lire des deux sens. Vous ne jouez pas à ces jeux? ما كنتوا تشوفوا les dessins animés, ما كنتوا تخرجوا, ما لعبتوا برا, ما تعرفوا هاد les jeux. On dirait que جابوكم des bocaux حطوكم هنا في هذا الفيلم. ما تعرفوش حوتون فمه مفتوح. ليبيا سي فو. عطينا واحدة أخرى. توت شنو؟ خوخ. C'est trop facile. En français, vous me donnez en français. Un palindrome. Non. Hein? Quoi? Non. Oui, non. Très bien. Non. Libya, c'est faux. Parce qu'on se base sur la calligraphie et non pas sur le type de lettre. Parce que c'est un A. Hein? Voilà, un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans le sens inverse. Sans changer d'ordre. Donc, le terminateur, c'est un palindrome. Donnez-moi un exemple de palindrome avec des paires de bases. TT, AA, TT. C'est un palindrome. Je le lis ici. Ou ici, c'est la même chose. GG, GG, CC, GG, GG. D'accord? Donc, c'est un palindrome. Je le lis de ce sens ou de ce sens, ce sera la même chose. Ce palindrome entraîne une complémentarité de séquences au niveau de l'ARN-M. D'accord? Donc, ce sera aussi un palindrome au niveau de l'ARN qui permet la mise en place d'une structure en épingle à cheveux qui déstabilise l'ARN polymérase jusqu'à sa dissociation. Hop, donc l'ARN polymérase, elle commence à lire. J'aurai le palindrome. Le palindrome va créer une structure en épingle qui te l'haqleh. C'est comme si j'avais une. Vous connaissez les. Comment ça s'appelle? Le grand 8. Comment on appelle ça? Les montagnes russes dans les manèges. Comment on a fait en Algérie? Quel est l'Algérie là-bas? Les manèges, les parcs d'attraction. Bref, les parcs d'attraction, on les appelait les grands 8.
Aujourd'hui, on les appelle les montagnes russes. Parce que voilà, c'est des montagnes dans lesquelles on... Supposons que j'ai une montagne russe. C'est quoi le principe de la montagne russe? J'ai un wagon dans lequel je me place, d'accord? Où j'ai un chemin de fer, un petit chemin de fer dans lequel je circule. Et là, ouais, je commence à descendre et à monter, à descendre et à monter. D'accord? Supposons qu'il y ait une rupture. Avec le chemin de fer. S'il y a une rupture, oui, c'est ça le wagon terre. Vite, il terre. D'accord? Donc la déstabilisation du chemin de fer va faire sortir le wagon. La déstabilisation de l'ADN par une formation en épingle grâce à la présence de palindrome va faire sortir l'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase, elle avance, elle part disparaître, elle va se détacher à cause de la déstabilisation de l'ADN par la présence du palindrome. Donc le terminateur est un palindrome. Il donne à l'ADN une certaine structure. Cette certaine structure déstabilise l'ARN polymérase et l'ARN polymérase va donc sortir de l'ADN. D'accord? Elle peut être facilitée par le facteur ρP. Comment on appelle ça? Rho. C'est le rho en signe. Quand est-ce qu'on utilisait le rho en physique? En terminale, la densité rho. Vous vous souvenez de la densité? Suivant la séquence du terminateur, on met ainsi en évidence le terminateur rho indépendant, environ 2 tiers. Donc, qu'un des terminateurs qui dépendent du facteur rho, c'est quoi le facteur rho? Ça, c'est important. Le facteur rho, c'est un facteur qui facilite la terminaison. C'est quoi le facteur rho? La terminaison. Qu'un des transcriptions facteur rho dépendant ou qu'un facteur rho indépendant. Donc il existe des terminateurs facteur rho dépendants et des terminateurs facteur rho indépendants. Rho dépendant, rho indépendant. Rho dépendant, rho indépendant. Et des terminateurs rho dépendants. Les rho dépendants représentent le tiers, les rho indépendants représentent les 2 tiers. Voilà, facteur rho. Hélicase ATP dépendante. Hélicase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désapparie l'hélice. Fixation de l'X à l'extrémité 5' de l'ARN-M. Migration le long de l'ARN. Localise le complexe polymérase ARN et le déroule. Libération de l'ARN. Donc le rho, il va lui-même détacher l'ARN polymérase. D'accord? Il n'est présent qu'en dans un tiers des terminateurs. Les 2 tiers ne dépendent pas des rho. Elle se limite à la présence du terminateur ou là du palindrome de la terminaison. D'accord? Du palindrome de terminaison. Le transcrit primaire code soit pour un produit, on parle d'ARN monocistronique, d'accord? Soit plusieurs produits, on parlera d'ARN polycistronique. Les polycistroniques, on les retrouve où? Chez les prokaryotes. D'accord? Les ARN monocistroniques chez les eucaryotes. D'accord? Transcription de l'ADN eucaryote. Attention! L'ADN prokaryote, il peut donner des ARN monocistroniques. D'accord? Chez les prokaryotes, je peux retrouver des monos et des polys. Chez les prokaryotes, je peux retrouver des monos et des polys. Chez les eucaryotes, je ne retrouve que des monos. D'accord? Transcription de l'ADN eucaryote. Les ARN polymérases eucaryotes. Les ARN polymérases eucaryotes ont été mis en évidence. Merci. Elles diffèrent par leur localisation dans le noyau, par la nature. Pourquoi elles diffèrent par leur localisation dans le noyau? Parce que dans la cellule prokaryote, je n'ai pas de noyau. Quand je n'ai pas de noyau, je ne peux pas localiser des enzymes dans le noyau. Parce que je n'ai pas de noyau. D'accord? Donc c'est des choses simples. Par la nature des ARN formés, d'accord? Il y a de nouveaux types d'ARN formés, et par leur sensibilité à des inhibiteurs tels que l'alpha-amanitine. On a vu où l'alpha-amanitine? Oui, je sais. Oui. On la retrouve où? Amantia. C'est un? Non. C'est pas un serpent. C'est un? Excellent. C'est un champignon. C'est un champignon toxique. Voilà. Donc, il inhibe la polymérase.
L'ARN polymérase 1 dans le nucléole pour l'ARNR, donc dans le noyau plus précisément à l'intérieur du nucléole, je vais retrouver la polymérase 1 qui est responsable de la synthèse des ARNR. Est-ce que vous vous souvenez du nucléole? Vous avez vu le nucléole en cytologie? Ah, donc le nucléole, c'est une organisation de l'ARNR. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou pas? Sûr? D'accord, je vous crois. Donc, pour les ARNR 5, 8, 18, 28, il est insensible à l'alpha-amanitin. Bon, je fais la polymérase 1, elle est située où? Dans le nucléole. ARN 1, elle est située où? Dans le nucléole. ARN 2, ARN polymérase 2, dans le nucléoplasme. Où est le nucléoplasme? D'accord? Pour les ARNM, d'accord? ARNM dans le nucléoplasme. Le nucléoplasme, c'est le liquide intranucléaire. Pour les ARNM, il est sensible à l'alpha-amanitin. Donc, l'ARN 2, c'est lui qui est responsable de la synthèse des protéines. L'ARN polymérase 3 dans le nucléoplasme pour les ARNT, ARNR, 5S et les petits ARN. Est-ce que vous vous souvenez des classes des gènes? Les classes des gènes. On a eu les 3 classes. Classe 1, ADN 1, ou la gène 1, gène 2, gène 3. Gène 1, il code pour quoi? Pour les ARNR. Donc il va être polymérisé par l'ARN polymérase 1, ARNR. 2, pour les protéines. Ou la protéine Nijma, les ARNM. Donc les protéines vont être décodées par l'ARN polymérase 2. Gène 2, gène 1, gène 1, polymérase 1, gène 2, polymérase 2, gène 3, polymérase 3. L'ARN polymérase 3 dans le nucléoplasme pour ARNT, ARNR5S et les pour petits ARN, c'est la même description. Le type de gène va définir le type d'ARN polymérase. Il est sensible à l'alpha-amanitin à grande dose. Donc, le 1 insensible, le 2 sensible, le 3 sensible à grande dose pour l'alpha-amanitin. Vous apprenez ça par cœur. L'alpha-amanitin se fixe sur certaines sous-unités de l'ARN polymérase et inhibe l'élongation. L'actinomycine D, qu'on retrouve dans les actinomycètes, inhibe la transcription eucaryote et procaryote en s'intercalant entre certaines bases de l'ADN pendant l'élongation. Donc, vous gardez, ce qui est important, vous gardez les types d'ARN polymérase et les actions. Ces actions, elles vont dépendre du type de gène. D'accord? Gène 1, gène 2, gène 3, ARN polymérase 1, 2, 3. La première, elle est située au niveau du nucléole. Elle est responsable de la synthèse des ARN R5, 8, 28. D'accord? Elle est insensible à l'alpha-amanitin. La 2, elle est située au niveau du nucléoplasme. La 3, dans le nucléoplasme. La 2, elle synthétise les protéines. Elle est sensible à l'alpha-amanitin. La 3, elle est aussi située dans le nucléoplasme. Elle synthétise les ARN R5S, les ARN T. Oui, les ARN T et les petits ARN. Elle est sensible à l'alpha-amanitin à grande dose. Différence dans la transcription eucaryote. Complexe protéique nécessaire à la transcription. Chez les eucaryotes, l'ARN polymérase 2 n'étant pas suffisante pour démarrer la transcription, elle nécessite d'autres protéines interagissant avec l'ADN du promoteur. D'accord? Donc, elle doit aussi avoir un initiateur. La fixation sur le promoteur. D'accord? Maintenant, quelles sont les protéines maintenant chez les eucaryotes qui vont interagir avec le promoteur? Ils sont appelés TFII, TF2I. Pour transcription, TF2 plutôt, TF2, transcription factor 2, facteur de transcription interagissant avec l'ARN polymérase 2. Les TF2 à Doma, il y a plusieurs types, la B, la A, d'accord? Regardez, il y en a beaucoup. La D, elle interagit avec l'ADN du promoteur et plus spécifiquement à la Tata box. La A, elle interagit en amont de la Tata box. Où est-ce qu'il y a en amont de la Tata box? Il y a aussi là, GCA. Voilà. La B interagit en aval de la Tata box, après la Tata box. La F agit lors de l'élongation.
La H possède une activité hélicase. Maintenant, elle va dérouler les deux chaînes. Une activité de réparation dans les systèmes NER, une activité kinase qui sert à phosphoryler l'ARN polymérase 2 au niveau de son domaine C terminal. D'accord? Nécessaire à l'activation de la transcription. Une déphosphorylation est nécessaire pour permettre une nouvelle pré-initiation. L'extrémité CTD est formée par un enchaînement de sérines pouvant être phosphorylées. Donc la H, elle régule la transcriptase, elle joue une activité hélicase, elle joue une activité NER. Donc l'activité kinase, c'est quoi son rôle? L'activité kinase, c'est quoi une kinase? Une kinase est une enzyme qui phosphoryle. Qu'est-ce qu'elle va phosphoryler? L'ARN polymérase 2. Pourquoi? Pour l'activer. Pourquoi? Pour qu'elle réalise la phosphorylation. Donc pour pouvoir réactiver l'ARN polymérase pour une autre fonction, il faut la déphosphoryler. Il faut inhiber le fonctionnement de cette TF2H qu'il a déjà activé. Pour pouvoir réactiver une enzyme, c'est quoi la réactivation? La réactivation veut dire désactivation, puis une réactivation pour une autre fonction. D'accord? C'est ça la réactivation. Donc pour pouvoir réactiver, je dois désactiver. Donc j'ai plusieurs protéines TF2, TF2H, TF2A, B, F. D'accord? Et D. Donc j'ai DAB, FH. DAB, FH. D, A, B, FH. Vous devez les apprendre toutes. C'est très important, c'est hyper tombant. C'est la H, je dis. Au niveau de la data box. A, en amont. A, amont. B, en aval. Puisque la A en amont, la B en aval. F, au cours de l'élongation. J'ai une question, j'ai rencontré ça hier, mais ça me paraît illogique. Hein. Qui est kabyle et qui sait parler kabyle? Vous savez, comment on appelle le permis? Le permis. Et le passeport? Passeport. D'accord, ça me rassure. Moi aussi, dites-lui comment on appelle le permis. D'accord. Qui trouve ça drôle? Qui sait pourquoi je suis en train de poser cette question? Vous. Et vous aussi. Dites-lui. Dites-nous, pourquoi ça vous trouvez ça drôle? Parce que moi je suis kabyle, mais je ne connais pas les mots kabyle et je ne connais pas le tifiner. Le tifiner c'est l'écrit. Je ne connais pas le tamazight. Donc voilà, c'est. Moi je dirais pas. J'ai lu que on appelait comment ça? On appelait le permis Kunnash Anan. Et le passeport, ce qui est encore plus grave, Kunnash, à faire fort. Donc voilà, je me suis demandé si c'était vrai. Finalement, ça ne l'est pas. Bon, même si c'était vrai, ça n'aurait pas été un problème. Hein. Sauf que c'est un peu bizarre. Donc vous les apprenez par cœur. D'accord? D. Où ça D? Au niveau de la data box. A en amont, B en aval. La F au cours de l'élongation, c'est en disant F que je me suis rappelé de Farfar. Donc voilà. Alors je me suis rappelé de la blague. Donc F, vous vous souvenez de cette blague pour vous souvenir de l'élongation. Donc Farfar, c'est un voyage. Le voyage c'est long par avion. Donc passeport, Kunnash à Farfar, c'est F2F. Donc Richard, le D. C'est au niveau de la data box. Le A en amont de la data box. Le B en aval de la data box. Le H au cours de l'élongation. Le F au cours de l'élongation. Et le H, il possède plusieurs fonctions. Il possède une activité kinase qui va phosphoryler la polymérase pour l'activer. Il possède une activité NER de réparation. D'accord? Voilà. Et hélicase. Donc trois fonctions principales. C'est quoi les trois fonctions? C'est l'activation par phosphorylation, l'hélicase et la réparation NER. Vous reprenez les fonctions H, c'est très important. La H, elle possède trois fonctions. Quelles sont les trois fonctions? Réparation NER, activation par phosphorylation de la polymérase et hélicase.
hélicase, NER, et kinase, donc elle active par phosphorylation la polymérase. Donc, kinase, NER, hélicase. Vous reprenez Richard, kinase, hélicase, NER. Excellent. Vous reprenez kinase et réparation NER. D'accord? Très bien. Promoteur minimum et région régulatrice. Les séquences de consensus sont plus nombreuses que chez les prokaryotes. On trouve la Tata box, l'INR box, la GC box, la CAT box. D'accord? Ce sont toutes des régions de régulation. Des régions de régulation. Le promoteur eucaryote est une structure modulaire. La Tata box et l'INR box forment le promoteur minimum. Donc c'est le mini promoteur au niveau duquel se fixe l'ARN polymérase 2 via les facteurs généraux de transcription. Il faut savoir que pour pouvoir réaliser une transcription, il me faut des facteurs de transcription. C'est quoi les facteurs de transcription? Les facteurs de transcription sont des molécules qui peuvent être protéiques, qui peuvent être stéroïdes, qui peuvent être des acides nucléiques. Ce sont des molécules qui vont se fixer à l'ADN pour activer la transcription des gènes. D'accord? En activant la transcription, il y aura ouverture, dépliement, il y aura arrivée de l'ARN polymérase, il y aura transcription. Les facteurs de transcription sont des molécules qui activent la transcription, qui sont très impliquées dans la croissance cellulaire. D'accord? On trouve en plus de ces séquences, des séquences activatrices et amplificatrices jusqu'à moins 200 en amont du site d'initiation. Parmi elles, la GC box et la CAT box. Ces boîtes constituent les sites de fixation des facteurs de transcription et permettent ainsi la modulation de l'activité du promoteur minimum. D'accord? Le terminateur au niveau de l'ARN est constitué de séquences CPSF, AAUAAA, suivi par un site polyadénylation 20 nucléotides en aval. Très bien, là on vous dit que le promoteur il est constitué de deux parties. Le promoteur il est constitué, il y a plus de séquences de consensus. Il y a plus de séquences de consensus que chez les prokaryotes. Les séquences de consensus elles sont divisées en deux parties. Qu'il y ait le promoteur minimum ou qu'il y ait le promoteur plus général. Le promoteur minimum, c'est le lieu de fixation des facteurs de transcription généraux que j'utilise dans tous les gènes. D'accord? Ensuite, en aval du promoteur minimum, il y a d'autres séquences de consensus où il y aura fixation d'autres facteurs de transcription qui vont moduler la transcription des gènes. Donc j'ai ici commence la transcription. D'accord? J'ai un promoteur minimum, c'est l'INR plus la Tata box. D'accord? Et en amont de ces derniers, il y a d'autres séquences de consensus qui vont moduler l'action des facteurs de transcription au niveau du promoteur. Donc j'ai un promoteur minimum et un promoteur général, un holopromoteur. D'accord? Donc on trouve en plus des séquences activatrices, la Tata box et l'INR, et amplificatrices jusqu'à moins de 200 en amont, d'accord, du site d'initiation, on trouve la GC et la CAT. Donc la GC et la CAT, elles sont ici. La GC et la CAT. D'accord? Très bien. Le terminateur, au niveau de l'ARN polymérase du eucaryote, c'est une répétition de AD. D'accord? C'est une terminaison de A. C'est une terminaison de A. Une polyadénylation en aval. Donc le terminateur il est constitué de séquences CPSF. En aval de ces CPSF, je retrouve des polyadénylations. D'accord? Polyadénylation, toujours de la terminaison des sites de transcription de l'ARN, ce sont des polyadénylations. Des polyadénylations. Les régions cis-régulatrices. Que veut dire cis-régulatrices? C'est-à-dire qu'elles sont placées dans l'ADN en série. En série. D'accord? C'est vous qui étiez venu la dernière fois avec elle. D'accord. La région cis-régulatrice. Les séquences amplificatrices de type énonceur. Énonceur, maintenant, ils annoncent le début. Les énonceurs fixent des protéines qui vont permettre l'amplification de l'expression des gènes de 10 à 100 fois. Donc, ils vont amplifier les gènes 10 à 20 fois. Et sont actifs dans les deux directions de la transcription.
Les séquences extinctrices, c'est-à-dire qu'elles vont inhiber, d'accord? Les séquences extinctrices de type silencer. Donc les énonceurs, il va dire au gène, exprime-toi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un amplificateur, d'accord? C'est un amplificateur. Il va augmenter la transcription des dizaines et des centaines de fois. Le silencer, il va inhiber la transcription des gènes. Les silencers sont des séquences fixant des protéines qui inhibent l'expression des gènes en agissant à distance. Les séquences isolantes de type insulator. Les insulators sont des séquences isolantes qui permettent d'isoler certaines régions du génome. Donc, elles vont interdire des régions du génome à être en contact avec l'ARN polymérase. Donc, j'ai les énonceurs, les silencers et les insulators. Les énonceurs amplifient le gène. Les silencers inhibent l'expression du gène. Les insulateurs isolent le gène et ne le laissent pas en contact de la polymérase. Ce sont des facteurs de régulation, il faut vous en souvenir. Les énonceurs, les silencers et les insulateurs. Les énonceurs, les silencers et les insulateurs. Les énonceurs, les silencers, les insulateurs. Les énonceurs, les silencers, les insulateurs. Ousmane? Énonceur, silencer, insulateur. Vous reprenez? Énonceur, annoncé. Énonceur, silencer, insulateur. Reprenez? Oui? Silence. Insulateur. Je vais faire l'insuline. Allez-y. Très bien. C'est bon. Allez-y, c'est bon. Énonceur, il amplifie. Silencer, il inhibe. Et insulateur. Vous comprenez? Énonceur, silencer, insulateur. Ousmane? Allez-y. Très bien. C'est clair pour tout le monde. Très bien. Oui. Très bien. Caractéristiques structurales des protéines régulatrices. Le motif hélice, boucle hélice, motif droit de zinc, comme les leucines zipper. Tout ça, c'est pas important. C'est les facteurs de régulation, elles adoptent certaines structures, comme les doigts en zinc, les doigts de gants, les fameux doigts de gants. Vous allez les revoir en deuxième année, parce que c'est pas du tout important. C'est des mécanismes de régulation structurale, d'accord? C'est pas important. La maturation des transcrits primaires. C'est du vent, regarde. C'est du vent, ça. Un engin. Alors, on a presque terminé, on essaie d'avancer. La maturation, on sait que les transcrits primaires vont subir une maturation pour devenir des ARN matures. ARN-M mature, prêt à être envoyé vers le cytoplasme. La maturation des transcrits primaires a lieu dans le noyau. Attention! Ah, vous vous souvenez, on avait vu le contraire au début du cours, comme là, la maturation a lieu au niveau du noyau. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Voilà, on avait dit ça. Donc, la maturation a lieu dans le noyau. On parle de pré-ARN-M, pré-ARN-R, pré-ARN-T. Après maturation, il y aura un ARN-M mature, un ARN-R mature, un ARN-T mature. C'est quoi la maturation? La maturation, elle se fait en avant, en arrière et au milieu. En avant, il y aura le capping. Je vais lui donner une casquette, le capping, 5' capping. Une coiffe, je vais le coiffer. La coiffe est ajoutée grâce à un complexe protéique appelé Cap Binding Complex, le CBC. Cap Binding Complex, qui possède une activité triphosphatase, une activité guanylyltransférase, une activité méthyltransférase. Vous apprenez ça. Triphosphatase, guanylyltransférase, méthyltransférase. Donc voilà, je vais ajouter la coiffe. Ça, c'est quoi? C'est le méthyl guanosine. Ça, kiff c'était un méthyl. Méthyl est donc cap 1, cap 2.
Ça c'est le nucléotide 1, ça c'est le nucléotide 2. D'accord? Donc, une triphosphatase, une guanylyltransférase, parce que je vais lier du guanylyle, une activité méthyltransférase. D'accord? Je vais lier des guanylyles, je vais lier des G, je vais les méthyler, d'accord? Ou je vais hydrolyser des liaisons nucléosidiques. Ça, c'est la coiffe. Elle est réalisée où la coiffe? En amont. En amont. D'accord? Dans la région, dans le début. Dans le début, attention. J'ai une molécule d'ARN. D'accord? Voilà. Voilà. J'ai une molécule ARN. J'ai le début 5' et la fin 3'. Ici, j'ajoute la coiffe et ici, j'ajoute la polyadénylation. D'accord? Pour vous en souvenir, on va dessiner un spermatozoïde. Donc voici un spermatozoïde. Ça, il a une tête. Spermatozoïde. Bref, il a une tête. Ça, c'est l'extrémité 5'. C'est la coiffe. Et ça, c'est l'extrémité 3'. C'est la polyadénylation. Je m'attends à polyadénylation, maintenant j'aurai une répétition de A. Haka, c'est pour que vous vous souveniez de la queue. Où la queue, elle arrive en dernier. Donc, vers la fin. Polyadénylation. Donc, ce sont des processus de maturation très importants que vous devez connaître. Au niveau de la tête, j'ai la coiffe. Il y a capping. D'accord? Au niveau de la queue, 3', j'ai la polyadénylation. La polyadénylation correspond à l'ajout de 200 jusqu'à 200 molécules d'adénine à l'extrémité 3' du transcrit primaire. Et ceci sans matrice de polymérase. Donc je n'ai pas besoin de matrice ou d'amorce. Je prends des adénines et je les fixe. Sans matrice. D'accord? Sans matrice. Maintenant, je n'ai pas besoin d'un ADN complémentaire sur lequel je vais les fixer. Comme la synthèse normale de l'ARN. Je vais directement lier les A. D'accord? Genre une polyadénylation. Excision des introns et épisage des exons. Donc j'enlève les introns, puis j'épice les exons. Je les épice par quoi? Par la ligase. Où je m'étais épicé, m'étais lié. Le splicing. Après l'addition de la coiffe et la polyadénylation, ça c'est très important. Ça c'est très important. Vous devez savoir qu'il y a d'abord la coiffe et la queue. Ensuite, il y a enlèvement des introns et épisage des exons. D'accord? Après l'addition de la coiffe et la polyadénylation, le transcrit primaire est encore soumis à l'excision des introns et l'épisage des exons. Les introns sont ainsi éliminés. Ceci est possible par la présence de sites donneurs d'épisage du nucléotide GU à l'extrémité 5' des introns et du site accepteur d'épisage des nucléotides CAG à l'extrémité 3' des introns. Donc les introns sont codés au début par un GU, à la fin par un CAG. Donc je peux les reconnaître et les dégrader. Où il y a un GU, je dégrade. Où il y a un CAG, je dégrade. Je dégrade au niveau des GU, des CAG, et donc je vais enlever quand même les introns. Maintenant, je reprends les exemples et je le lis l'un avec l'autre. Vous voyez, regardez. Ça, c'est le début. GU, CAG. Hop, je suis en train de lire. GU, je coupe. De lire. CAG, je découpe. Et hop, je me retrouve avec un intron que je vais sortir. Je vais avoir un exon et entre les deux, un intron. Quand j'enlève l'intron, je vais lier l'exon avec l'exon. Je vais lier l'exon avec l'exon. Donc, je vais faire je vais faire ça. Je vais prendre l'intron. Je vais l'enlever. Ce qui va me permettre d'épicer les exons l'un avec l'autre. Vous voyez? Donc j'enlève les introns et j'épice les exons. Que c'est joli. Épicer, oui. Coller.
L'épissage, oui, c'est ça. Voilà. J'ai pensé que c'était mélangé comme ça. Non. Non. Moi aussi, je ne le savais pas. En fait, on vient de le rencontrer dans la ligase au niveau... Dans la réparation, la recombinaison. On avait dit que la ligase, elle allait épicer les différentes. Donc voilà. Hey, quel courage. Quel courage. Quel courage. Allez, on continue à avancer. Les jonctions d'épissage sont reconnues par les SNRMP ou SNRPs pour Small Nuclear Ribonucleoprotein Particles. Les SNRNP correspondent à l'association de SNRNA, d'accord, c'est des régions d'ARN, et des protéines, et l'ensemble des SNRNP s'appelle le spliceosome. Le SNRNP-U1 reconnaît le site donneur et le SNRNP-U2 reconnaît le site de branchement et le site accepteur. Les jonctions d'épissage. Alors, on a terminé avec l'intron. Maintenant, il me reste les jonctions d'épissage. Je dois lier les exons l'une avec l'autre. On nous a dit les jonctions de cet épissage sont reconnues par les SNRNP. D'accord? Les SNRNP, c'est quoi? C'est une association de régions d'ARN. D'accord? Ce sont des associations de régions d'ARN et de protéines. Et l'ensemble des SNRNP s'appelle le spliceosome. Le SNRNP-U1 reconnaît le site donneur, et le SNRNP2 reconnaît le site de branchement et le site accepteur. D'accord? Donc ici, c'est le site donneur. Ça, c'est le site de branchement. Ça, c'est le site accepteur. Donc j'enlève le branchement, je fixe le donneur sur l'accepteur. Le groupement 3'OH du premier exon peut ainsi réagir avec l'extrémité 5'OH. Vous voyez, 5'OH avec 3'OH, ils vont se lier. Pour former une liaison phosphodiester et permettre la libération de l'intron qui sera dégradé. L'essentiel, la reconnaissance des liaisons, elle est capable grâce au groupement SNRNP. SNRNP qui sont des régions d'ARN. C'est ce que vous devez retenir. D'accord? Donc, l'épissage est réalisé grâce au SNRNP. SNRNP qui sont des régions d'ARN. Les SNRNP. Très bien. D'accord? Donc, j'aurai un ARN qui est mature et qui est prêt à être utilisé. Exon, intron, exon plus 1. Voilà. Je vais enlever l'intron, c'est pas important qu'on connaître tout ça. Et je vais relier les exons. Une petite remarque. Il existe certains ARN qui possèdent des introns autocatalytiques qui vont se dégrader eux-mêmes par eux-mêmes, qui ne nécessitent aucune protéine. L'activité enzymatique portée par l'ARN lui-même, on parle de ribosyme. Les ribosymes. Quand on avait vu le chapitre sur l'enzymologie, on avait dit que toutes les enzymes étaient des protéines, sauf les ribosymes. Les ribosymes, on avait dit que c'était des ARN. Les ribosymes. Ce sont des régions de l'ARN qui sont capables de dégrader les introns et de les enlever. L'activité enzymatique est portée par l'ARN lui-même, on parle de ribosyme. D'accord? Donc c'est un exemple de ribosyme. C'est une activité enzymatique portée par un acide nucléique. C'est une activité enzymatique portée par un acide nucléique. C'est une activité enzymatique portée par un acide nucléique. Vous vous souvenez d'enzymo? On avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tout quoi? On avait dit que toutes les enzymes étaient des protéines, sauf des ribosymes qui étaient des acides nucléiques. Donc voici les ribosymes. Ce sont des acides nucléiques qui peuvent porter des activités catalytiques. D'accord? D'accord? Très bien. L'épissage alternatif. L'épissage alternatif, à partir d'un transcrit primaire,
on peut avoir 2 ou plus d'ARNM mature qui sera à l'origine de la formation de protéines isoformes. Ceci est possible grâce à l'épissage. À partir d'un seul transcrit primaire, je peux avoir 2 ou plus d'ARN matures. Donc j'ai un transcrit primaire, d'accord? Je réalise le capping, je réalise la polyadénylation, je réalise l'épissage, c'est-à-dire que je dégrade les introns, je relie les exons. En reliant les exons, je peux avoir plusieurs ARNM matures. Donc un seul ARNM précoce peut donner plusieurs ARNM matures. D'accord? Allez, comment? Pas plusieurs dans le type. Je vais vous expliquer. Attention. Il nous dit qu'à partir d'un même ARN précoce, je peux avoir plusieurs types d'ARNM tardifs. Et cette action est responsable des protéines isoformes, les isoenzymes, les protéines isoformes, les protéines qui ne sont pas semblables mais qui se ressemblent. J'ai un ARN précoce. Ça, c'est un ARN précoce. D'accord? Ça, c'est un intron. Ça, c'est un intron. Ça, c'est un intron. Ça, c'est des introns. J'avais les colères. D'accord? Je vais nommer cette partie 1. C'est un exemple. Cette partie, je vais la nommer 2, 3 et 4. Est-ce qu'on est d'accord? Je supprime les introns. Je vais les supprimer. Supprimer. Bon, c'est pas joli comme ça. Je vais supprimer les introns et ne garder que les exons. Ça, c'est un exon. Ça, c'est un exon. Ça, c'est un exon. Non. Ça, c'est un exemple. L'épissage. Qu'est-ce qui me permet de faire l'épissage? Donc, j'ai pris les exons. Ça, c'est les exons. Et je supprime les introns. Les exons, je peux réaliser des combinaisons avec. Je peux les lier comme ça. Je peux les lier 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais je peux aussi les lier 1, plus 3, plus 2, plus 4. Je peux commencer par le 4. 4, 2, 1, 3. Donc, je peux choisir l'ordre que je veux dans la réorganisation des exons. La réorganisation des exons comme je veux va me permettre de construire des isoprotéines, des protéines qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Des protéines qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. C'est ça les isoenzymes. D'accord? Vous voulez les isoprotéines, les protéines isoformes et les isoenzymes, c'est le même principe. C'est à peu près le même principe. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est des isoprotéines ou bien des protéines isoformes. C'est des protéines qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Est-ce que c'est clair? Donc l'épissage me permet de changer l'ordre des exons entre eux et donc cela me permet de changer la structure des protéines formées. On va lire. Il nous dit, à partir d'un transcrit primaire, on peut avoir 2 ou plus ARNM matures qui seront à l'origine de la formation de protéines isoformes. Ceci est possible grâce à l'épissage. Pathologie liée à un épissage anormal suite à des mutations. On prendra pour exemple les bêta-thalassémies.
qui correspondent à des anémies héréditaires transmises. Vous avez vu les bêta-thalassémies. Vous souvenez que l'hémoglobine est constituée de l'un plus de 4 molécules de globine. Les 4 molécules de globine sont constituées de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta. La bêta-thalassémie est une pathologie qui touche les chaînes bêta. D'accord? Transmise sur le mode dominant dû à des anomalies dans la production de l'hémoglobine adulte. Certaines mutations induisent un épissage anormal du transcrit primaire. Donc l'épissage du transcrit primaire va être anormal, ce qui va donner un ARN immature anormal, ce qui va donner une protéine anormale. La protéine va se déposer au niveau des sites donneurs, sites de branchement et sites récepteurs, qui seront lus par les RNP, les URRNP. Les RNP. Donc une anomalie au niveau de l'épissage peut être responsable de maladies comme la bêta-thalassémie. On a terminé avec la transcription. Et je vous remercie.